Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle fantômes, vampires et monstres en tout genre. Ouh. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Lifestyle, c'est l'épisode 165 et nous sommes le jeudi 31 octobre 2019, jour d'Halloween, d'où cette petite introduction. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver le podcast si vous nous écoutez en audio. Vous pouvez nous retrouver aussi en vidéo à l'adresse youtube.lifestyle.fr. Si vous nous regardez en vidéo et que vous souhaitez nous retrouver en audio, utilisez le flux RSS podcast au singulier.lifestyle.fr. Et sinon, dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver en vidéo, en audio et par écrit sur lifestyle.fr. Pour celles et ceux qui souhaiteraient venir échanger avec nous, vous pouvez le faire en vous connectant sur le Slack de Lifestyle. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est tout simple. Vous nous envoyez un mail à contact@lifestyle.fr et vous demandez l'accès. On vous accordera cet accès le plus rapidement possible. Voilà. Mais je crois qu'on va essayer de faire un épisode court aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai qu'un camarade qui est là. Il est fidèle au poste, il a des magnifiques fantômes avec lui. Exactement, tu as bien compris ma vanne d'Halloween. J'ai ramené mes fantômes avec moi. Et donc je suis prêt pour l'épisode, oui, ça va être cool. Épisode spécial Halloween. Bon, ils auraient pu être en orange, ça aurait été encore plus cool. Ouais, mais je pense pas que les Lumières soient sorties en orange de mémoire. Si, peut-être, les derniers là. Ouais, les 930 par là, je sais plus. Ouais. Ok, allez. Bref, comme je l'avais dit, j'espère qu'on va réussir à faire un épisode en dessous de la demi-heure pour une fois. Donc, sans transition et sans plus attendre, hop, c'est parti. Alors, Cassim, on va commencer avec une première information. On en a déjà parlé. La première information, c'est un retour à propos d'un document qui a fuité, il me semble, à propos de Windows 10X. Donc Windows 10X, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Windows qui est dédié aux appareils qui ont deux écrans. Pas deux fantômes, mais deux écrans. Et ce système d'exploitation, il semblerait qu'il puisse être utilisé sur d'autres appareils. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu entendre ces jours-ci ? Tout à fait, ouais. C'est du coup, oui, un document que Microsoft a laissé en public, en fait, qui était publié sur leur site et qui était accessible. Je ne sais pas qui ou comment qui l'a trouvé, mais bon, voilà, du coup, ça a été téléchargé, ça a été partagé par tous les journalistes. Et dans cette documentation, on a beaucoup de c'est intéressant parce qu'on a des captures d'écran du coup du système qui permettent déjà, ça permet de le voir d'un peu plus près, noter certains détails, et puis il y a surtout des descriptions effectivement dans la documentation. Et Oui. comme tu le disais, il y a le fait que il a été présenté d'abord comme le système d'exploitation de Microsoft pour les appareils à deux écrans, Surface Neo en premier et d'autres fabricants. Mais la documentation indique bien que cet OS il sera compatible avec d'autres formats, et notamment des formats de PC portable classiques. Donc, ils appellent ça le format clamshell, c'est le format coquillage. En fait, c'est un PC portable, le format que tout le monde connaît. Un laptop, quoi. Un laptop. Et donc, ça pose la question de savoir pour quel type de PC, pourquoi pour prendre Windows 10X et pas Windows 10, et quelle est finalement la différence entre les deux systèmes, et comment Microsoft va faire évoluer les deux en parallèle. Alors, c'est exactement la question que je voulais te poser, Cassim. Est-ce que actuellement, aujourd'hui, est-ce qu'on connaît des différences? Est-ce qu'on peut citer des différences entre Windows 10 et Windows 10X, à part l'interface? Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment différent à l'intérieur? Enfin, est-ce qu'on le sait? On le suppose très fortement, on attendra, je pense, que les premières machines sortent pour vraiment pouvoir analyser ça en détail. Mais a priori, Windows 10X, c'est le fruit d'un travail qui a duré plusieurs années chez Microsoft. Et c'est en fait un Windows 10 dont on a retiré tous les éléments un peu vieux de Windows, tous les éléments associés à Win32 et compagnie, et surtout dont l'interface a été repensée avec la modulation que Microsoft a apportée au fur et à mesure quand ils commençaient à travailler un petit peu le côté, tu sais, Windows adapté à mobile, à Xbox et compagnie. Ils avaient travaillé sur le Seychelles, ils avaient travaillé sur
Ils avaient changé la façon, la barre des tâches et le menu démarrer ont évolué. Ils sont plus basés sur les mêmes technologies. Et finalement, ce nouvel OS, il est complètement basé sur ces nouvelles technologies. J'ai dit que Win32 n'était pas présent. Je rappelle que, par contre, Microsoft a bien promis que les applications Win32 seront compatibles par un système de virtualisation. Donc, ce sera tout à fait compatible. On pourra installer Steam et compagnie. Mais le noyau, l'OS par défaut, n'aura pas la couche de Win32. En fait, c'est les logiciels qui se débrouilleront par la technologie qu'a inventé Microsoft pour faire tourner correctement ça et être compatible avec Windows 10X. Mais voilà, l'OS, du coup, c'est un OS qui, du coup, est plus léger et qui, en fait, va, à mon avis, se concurrencer avec Chrome OS, en fait, tout simplement, chez Google, les Chromebooks. D'accord. Alors, il y a quand même une grosse différence qui peut se voir. C'est vraiment tout ce qui est interface, où là, on a quelque chose qui est complètement différent de Windows 10, de Windows 10 normal, pardon. Et est-ce que, enfin, tu vois, moi, cette interface me plaît pas spécialement pour l'instant. Je suis pas encore prêt à switcher. Il faudrait vraiment que Microsoft arrive à me fasse rêver, j'exagère, mais vraiment me vendre les intérêts de ce produit pour que je switch sur un 10X. Après, je suis peut-être pas la cible non plus. Non, mais à mon avis, on manque de recul encore pour l'instant. Si ce que je viens d'expliquer, la suppression d'un morceau de Windows 10, en gros, passe par le fait que du coup, tu es encore plus sûr que ta machine n'aura pas de virus, elle est encore plus légère, elle tourne plus vite, et du coup, tu as plus d'autonomie sur les produits portables. Et par ailleurs, tu perds pas trop en performance quand tu lances des logiciels Win32. Ma foi, je pense que Windows 10 va rapidement perdre en intérêt. Peut-être sur les PC de bureau, les joueurs continueront d'utiliser Windows 10 pour vraiment l'optimisation à fond et pas avoir la virtualisation des jeux vidéo. Mais par contre, on pourrait très bien imaginer que les PC portables adoptent rapidement Windows 10X pour le côté optimisé, quoi. Si ça marche. Ok. Merci beaucoup, Cassim, pour tous ces éclaircissements. Bon, tu vois des choses à rajouter sur ce 10X ou on peut passer aux informations un petit peu moins... Il y a beaucoup de détails. J'invite les gens qui sont intéressés à aller chercher. Il y a, sans rentrer dans les détails, mais tu as par exemple des trucs comme les applications qui seront installées par défaut, plusieurs explications sur des éléments du système, comme il y aura a priori un nouvel explorateur de fichiers. Enfin, voilà, des éléments comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, je vous encourage à aller voir dans les notes de l'émission les détails. C'est ça. L'article qui est lié, que tu as écrit pour Frandroid, pour être tout à fait transparent. Oui. Allez, on continue, Cassim, et on passe au reste des news et rumeurs. Allez, une première information, alors toujours tirée de chez Frandroid, mais c'est pas toi qui l'as écrite, celle-ci. C'est à propos d'une future build de Windows 10. Enfin, je dis future, mais qui ne devrait pas être très tardive non plus, qui nous montre plusieurs nouveautés qui vont arriver dans Windows 10, notamment en lien avec l'écosystème Android. Vous savez peut-être que Windows 10 vous permet de relier votre smartphone à votre ordinateur. Vous pouvez communiquer assez facilement. Vous pouvez taper des SMS depuis votre ordinateur, les envoyer par votre téléphone, récupérer les photos sans brancher votre appareil. Tout ça avec l'application Your Phone. Alors, cette nouvelle build de Cassim, qui s'appelle 19013, d'ailleurs, je trouvais le nom marrant parce que d'habitude, on a 19 et puis le mois derrière, et là, on a 013, c'est-à-dire que c'est celle de janvier 2020, peut-être En tout cas, oui, c'est clairement... C'est une build qui fait partie du groupe 20H1, donc c'est vraiment Windows 10 qui est prévu pour le début de l'année 2020 du coup. Oui. Et du coup, elle intègre pas mal de nouveautés quand même, mais on se rapproche petit à petit de la fin du développement. Apparemment, le développement de cette nouvelle version serait prévu la fin pour le mois de décembre. Donc là, on arrive au mois de novembre, demain. Donc on aura un mois, il reste un mois et demi de développement, sachant que ça comprend comme d'habitude la phase où il débug l'OS. Oui. Donc il n'y aura plus beaucoup de nouveautés à l'avenir, je pense, pour cette version 20H1 avant son déploiement. Donc les insiders n'auront plus grand-chose à se mettre sous la dent. Heureusement, les gens en insider fast, ils pourront, en skip ahead, pourront passer à la suite assez rapidement. C'est ça, sur la version de fin d'année.
tout à fait. Du coup, cette nouvelle build, elle intègre, alors tu l'as dit, un peu plus de synchronisation avec Android, ils ont un peu changé le fonctionnement donc il y a toujours l'application Your Phone, mais ils ont Oui. changé son fonctionnement pour les smartphones Samsung. A priori pour les prochains, enfin pour les autres smartphones dans le futur aussi. Oui, à terme, ouais, là pour l'instant la liste c'est que des smartphones Samsung, mais à terme ce sera tous les smartphones Android. Ils vont arrêter de passer par le Bluetooth et ils vont plutôt passer par le réseau local en fait. C'est-à-dire il faudra que votre ordinateur et votre téléphone soient sur le même réseau. Si là en Ethernet, l'autre en Wi-Fi, les deux en Wi-Fi par exemple, mais alors juste peut-être pour préciser pourquoi il y a ce changement, il fallait le Bluetooth de catégorie 5 et encore avec certains périphériques Bluetooth seulement. Donc c'était assez galère d'avoir un ordinateur compatible. Là, en passant par le Wi-Fi ou le réseau local, finalement, ça devient enfantin. Transparent et ça va je pense que ça va beaucoup mieux en plus ça va beaucoup mieux fonctionner parce que tu vas passer des systèmes de pairage du Bluetooth qui marchent honnêtement. Enfin, moi je trouve que ça marche un peu une fois sur trois. Des fois tu as tendance à perdre l'appairage un peu de façon aléatoire ou devoir réappairer ou refaire passer par des systèmes comme ça. En tout cas, le Wi-Fi, ça marche toujours en fait en général. Quand tu as un système qui passe par le Wi-Fi, les deux appareils se trouvent, ça marche quoi, il n'y a pas de souci. Oui, c'est rare d'avoir des bugs. Du coup, en tout cas, ça va permettre d'améliorer aussi le fonctionnement de la fonction miroir en fait, l'affichage de ton écran de smartphone sur ton ordi. Ça, c'est quelque chose qui est réservé, comme je te disais, au téléphone Samsung pour le moment, mais qui sera étendu après à d'autres téléphones Android Co. Oui. Alors, on a des petites nouveautés qui arrivent aussi, petites nouveautés. Bon, dans l'article de ton collègue Cassim, c'était mis en évidence. Moi, je trouve que c'est une information qui devrait... Je sais pas, c'est peut-être pour les enfants. Rigolo. Alors, j'ai découvert le mot, c'est les Kaomoji qui intègrent le clavier. Enfin, il y a plus de Kaomoji qui intègrent le clavier de Windows 10. Je vous rappelle que vous avez une partie pour les smileys qui est accessible en faisant le raccourci Windows et la touche point. Tout à fait. Ça vous lance les smileys, vous avez sur les côtés les Kaomoji. D'accord. J'étais ravi d'apprendre ça. Quelque chose que je trouvais quand même plus intéressant. Enfin, tu voulais parler des Kaomoji, Cassim? Bon, rapidement pour dire ce que c'est quand même pour les auditeurs. Mais je mettrai des exemples. Bon, rapidement, en tout cas, en deux mots, c'est des smileys qui utilisent des caractères spéciaux, quoi, qui sont très très populaires en Asie et qui sont assez compliqués à faire quand tu connais pas. Si tu peux pas les copier-coller, honnêtement, bon courage pour les faire à la main. C'est vraiment des caractères à taper normalement avec des combinaisons et ils sont pas présents sur le clavier par défaut. Donc c'est assez compliqué à faire et voilà. Bon. On aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, ils sont plus simples à faire maintenant. Oui, ils sont plus simples à faire. Après, moi, c'est pas une question de pas aimer, c'est une question d'intérêt. Oui, je trouve que c'est réellement utile. Donc bon. Voilà. Allez, sinon, il y a une troisième chose quand même qui était annoncée, c'est l'arrivée d'une nouvelle version de DirectX 12. Donc DirectX, si vous regardez la M-Story, on en a parlé, c'est ce qui fait le lien entre votre programme, votre logiciel et le matériel multimédia, donc carte graphique, carte son, ce genre de choses. Et donc, il y a un nouveau système que je ne connaissais pas, c'est le Ray Tracing qui arrive en version 1.1. Alors d'abord pour tout ce qui est NVIDIA, mais AMD arrive aussi avec ce Ray Tracing. Est-ce que tu as des infos là-dessus sur le Ray Tracing, Cassim, en quelques mots, juste pour dire à quoi ça sert? Le ray tracing, en quelques mots, c'est une amélioration, une nouvelle façon de calculer comment marche la lumière dans les jeux en 3D, les ombres et les lumières, quoi, très rapidement, et les reflets. Okay. Et c'est un calcul qui est très simplifié, là, avec les nouvelles générations de cartes graphiques qui arrivent à le faire d'elles-mêmes, elles arrivent à faire le calcul. Les développeurs n'ont plus besoin de faire artificiellement de la lumière et en fait, avant, ils passaient que par des bidouilles, en gros, les développeurs, et ça leur prenait beaucoup de temps. Ouais. Et maintenant, c'est la carte graphique qui est capable de faire des calculs scientifiques de la lumière. Tu lui donnes une source, à part de là, donc ça veut dire que la lumière va se refléter sur tel et tel point, selon le type de matière, etc. Voilà. Donc c'est une simplification de la vie pour les développeurs. Et donc c'est les cartes graphiques NVIDIA qui pour l'instant vraiment le proposent avec force. C'est les fameuses RTX. Et il y a AMD qui va y aller dès l'an prochain. Et notamment, les prochaines consoles de jeux vont intégrer ça aussi. La PlayStation 5 et la prochaine Xbox. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur, je pense, dans le jeu vidéo. Et là, l'intérêt de ce DirectX Ray Tracing, c'est comme tu l'expliquais, ça fait une couche entre le matériel et le jeu vidéo.
Et ça veut dire que les développeurs n'ont plus vraiment besoin, a priori, d'aller tester les API de NVIDIA et d'aller toucher au code de NVIDIA et d'aller devoir s'adapter vraiment au carte graphique d'un côté NVIDIA, de l'autre la Xbox et encore AMD. Ils pourront juste coder en DirectX et c'est DirectX qui se chargera de faire la traduction. D'accord. Ok, merci beaucoup Cassim pour ces explications. On va continuer avec des choses beaucoup plus légères. Alors notre camarade Flobo n'est pas là, mais il aurait été ravi d'apprendre qu'une nouvelle icône dans le monde Office était sortie, c'est l'icône de Sway. On avait peur que Sway soit mourant, soit abandonné par Microsoft. Il a une nouvelle icône, ça ne dit pas qu'il est sauvé pour l'instant. Voilà. Cassim, non. Non. Écoute, Ok. tiens, il y a un autre produit Microsoft Office qui a été ressuscité, c'est Project aussi, qui arrive bientôt. Allez, c'est pour le placer, D'accord. c'est un truc d'entreprise. Ok. Allez, on continue cette fois-ci avec sur le monde Android. On a le thème Dark qui arrive sur l'application OneDrive. Alors pareil, vous reconnaissez la patte de notre camarade Flobo qui adore les thèmes Dark. Nous avons également le thème Dark qui arrive dans Edge et qui est déjà arrivé depuis quelque temps. Et il y a une nouvelle interface. Oui, Cassim, ton chat est magnifique. Il y a une nouvelle interface de Edge qui est en cours de construction par Microsoft. Et pour l'instant, au niveau de la barre qui est en bas de Edge, sur les smartphones Android, vous voyez qu'il y a des différences par rapport à avant. C'est pas encore énorme, mais il semblerait que Microsoft cherche à reconstruire l'interface de Edge pour l'instant. Voilà. Donc Cassim est en mode sorcière ce soir, ou sorcier, je ne sais pas comment on doit dire, voilà. Écoute, je ne sais pas. Donc nous saluons ton chat. Allez, on va continuer. Alors, c'est dommage que notre camarade Christophe ne soit pas là ce soir. Il y avait une information qui paraissait quand même assez importante, qui est sortie il y a quelques jours. C'est une annonce de Microsoft à propos des applications Win32 et des applications UWP. On a une simplification. Les applications Win32, qui sont des logiciels classiques, vont pouvoir utiliser des API, des domaines particuliers des UWP. Alors Cassim, peut-être que tu pourras en dire un petit peu plus que moi. Oui, tout à fait. Donc là, ils ont annoncé une sorte de nouvelle fonction de packaging en fait, des applications Win32. Et en fait, ce nouveau programme, cette nouvelle politique va permettre en fait aux applications classiques Win32, donc par exemple Steam, je vais prendre l'exemple de Steam, parce que c'est typiquement l'application qui en a rien à faire de ce que Microsoft propose sur Windows 10 et qui aime pas trop se bouger. Donc eux, c'est une application Win32, voilà, Windows 7 et compagnie. Et avec cette nouvelle politique de Microsoft, ils vont pouvoir ajouter des fonctionnalités de Windows 10 dans leur application sans la transformer en UWP, sans la mettre sur le Microsoft Store, voilà, sans faire trop de trucs. Ils vont pouvoir, par exemple, ajouter une tuile dynamique ou ajouter la gestion des notifications, des fonctions comme ça qui étaient d'habitude plutôt réservées soit à des applications UWP natives, soit à des applications qui utilisaient le fameux bridge qui permettait de transformer les applications classiques en applications UWP. Donc C'était les Centennial, non? C'était les fameux Centennial, exactement. Du coup, c'est une ouverture de plus, je pense, de Microsoft vers les applications classiques et l'idée que vraiment les gens peuvent développer comme ils veulent sur Windows 10 et prendre ce qu'ils veulent dans les nouveautés que propose Microsoft. Tout à fait. Merci beaucoup, Cassim. Alors, on va continuer avec un autre outil qui a été mis à jour dans Windows 10. Ce sont les Power Toys qui sont mis à jour. Et Cassim, avant de parler de ces mises à jour, les Power Toys, c'est pour qui et ça sert à quoi? Alors, les Power Toys, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont réannoncé ça, mais en fait, c'était pas la build là du mois de mai? C'est possible que ce soit la build. En tout À cas, cette période. En tout cas, les Power Toys, pour les plus anciens, se souviendront que c'était quelque chose qui datait de Windows 95 à la base et qui a été ressuscité pour Windows 10. Et comme le nom l'indique un peu, ce sont des outils pour les power users que Microsoft développe en fait, des sortes de petits plugins pour Windows 10 et qui permettent de faire des choses entre guillemets puissantes avec l'OS et de vraiment Cassim, aller plus loin. quand tu dis pour les power users, tu dis pas pour les développeurs, pour les professionnels de l'informatique, c'est juste pour les gens, je vais dire comme toi et moi finalement.
Tout à fait. Bah, c'est aussi pour les développeurs et les professionnels, mais c'est aussi Oui, pour les gens qui veulent aller, comme toi et moi, qui voudraient aller plus loin, qui aiment bien peut-être fignoler, aller plus loin dans les paramètres de Windows et vraiment personnaliser l'expérience du système et avoir des choses que peut-être le grand public, si c'était des fonctions qui étaient directement intégrées dans Windows 10, peut-être que le grand public s'y perdrait un petit peu. Ou en d'accord. tout cas, je pense que c'est ça la réflexion qu'a Microsoft derrière ces Power Toys. Là, en l'occurrence, ils en ont ajouté un nouveau, et je pense que ça va permettre de bien expliquer ce que c'est. C'est le Power Rename, qui est un outil en fait donc que tu installes et qui va permettre de redémarrer, ouais, n'importe quoi, de renommer C'est pas tout à des. fait pareil. C'est pas exactement pareil. On a l'habitude de redémarrer sur Windows 10, c'est pour ça que. Ouf, Euh, baliverne. donc qui va permettre de renommer des fichiers par lot et de façon assez intelligente. Donc on va pouvoir lui dire, on va pouvoir sélectionner par exemple 30 fichiers et lui dire trouve-moi cette chaîne de caractères, par exemple lune, et la transformer en soleil. Donc tous mes fichiers où il y avait lune dans le nom, je m'étais trompé, en fait, je voulais mettre soleil, bah, il va automatiquement aller chercher et remplacer soleil. Et il va pas toucher au reste du texte, il va pas toucher au reste du titre. Et donc il va vraiment le faire de façon assez intelligente. D'accord. Et il y a Ah plein de ouais. petites options. Tu peux lui dire d'exclure, tu peux lui dire d'aller chercher dans les sous-dossiers ou au contraire de pas de le faire, de changer juste l'extension. Enfin voilà, tu peux aller. Il y a vraiment beaucoup d'options. Et Ok. c'est le genre d'outil qu'on trouve dans cette boîte à outils. D'accord. Alors c'est vrai que moi quand j'ai vu l'information passer, il y avait un exemple qui était là avec les fichiers images. Et il y a XNView par exemple qui permet de faire de renommer les fichiers par lot. Mhm. Donc c'est très pratique quand tu développes des séries de photos, vu que dans ton Lightroom, tu vas peut-être pas reprendre toutes les photos ou tout développer. Tu vas renommer tout ça pour avoir des numéros qui s'incrémentent vraiment bien de 1 en 1. Mais c'est limité aux images. Et on n'a pas toutes ces fonctionnalités de recherche, d'aller chercher une partie. Bon, après, c'est facile, tu retapes une fois le titre et il te change tout. Mais il n'y a pas cette recherche dans les sous-dossiers. Moi, je trouve que ce qui serait sympa, c'est qu'on vous propose peut-être dans les tutos Lifestyle comment installer et utiliser les Power Toys. Donc ça, je pense qu'on va vous proposer ça assez rapidement. Cassim, allez, on continue. Je crois que toi, cette semaine, tu as pu jouer beaucoup, beaucoup et au travail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui arrive? Alors, peut-être ton retour sur le xCloud téléphone et puis surtout de la partie console qui arrive, presque. Ouais, bah alors du coup, ouais, donc d'abord le retour d'expérience sur oui, j'ai eu l'occasion de jouer au boulot. Écoute, il y a des fois, voilà, on aime bien son boulot, ça fait partie de ces moments-là. Écoute, quand Euh, il y a des bons côtés, il faut en profiter. Bah, disons que j'ai dû me sacrifier, quoi. Fallait le Oh faire, là là, fallait que quelqu'un s'y colle. Bon, bah ça a été moi, hein. Du coup, oui, oh là là. j'ai pu tester xCloud. Alors, je vais d'abord insister sur le fait que j'ai un peu triché pour le tester et que cette triche bah, a des conséquences sur l'expérience et qu'il faut bien comprendre que c'est une première expérience, c'est une première prise en main et que ça permet de comprendre Alors, tu quelques nous l'avais trucs. dit la semaine dernière, hein. Mais oui, voilà. Donc, je suis passé par un VPN. Et en gros, donc j'ai installé l'application sur mon téléphone, j'ai branché une manette et je suis passé par un VPN pour me connecter au serveur britannique. Il y a des points qui sont intéressants à relever en dehors de l'expérience que j'avais déjà un peu donnée sur le fait que le jeu il est fluide, enfin que ça marche plutôt bien, tu sélectionnes un jeu, voilà. Moi, je voulais donner un peu des détails sur les à côté et le fait que, par exemple, des choses comme quand tu démarres l'application, tu dois choisir un jeu et quand il démarre, tu as 5, 10, 15 secondes de chargement du jeu. Et une fois que le jeu est chargé, tu as 10, 15, 20, 30 secondes le jeu démarre en fait. C'est vraiment comme si vous le démarriez sur votre Xbox ou sur votre PC et vous avez l'éditeur, par exemple, c'est The Coalition pour Gears 5 par exemple, avec leur logo en 3 parties qui met bien du temps. Un peu comme quand vous commencez un film, là, les Marvel Studios et compagnie. Ah C'est un peu oui, le même d'accord. délire, vraiment le temps avant d'arriver au menu principal, quoi. Ouais, Et, ouais. euh, et ça me pose. En fait, le truc, c'est que alors sur PC, tu te le tapes tout le temps. Sur Xbox et sur PlayStation, maintenant, de nos jours, tu te le tapes moins parce que souvent, tu vas jouer à un seul jeu et en fait, à chaque fois que tu reprends ton jeu, il le remet instantanément et tu repasses pas par le menu Oui. principal, tu retournes dans ta partie immédiatement. Euh, Immédiatement, ouais. Là, c'est pas du tout le cas.
et encore, c'est encore pire que ça, c'est que dès que tu passes en multitâche, par exemple, si je vais sur Slack et que je retourne sur le truc de streaming, il m'a remis au menu principal, quoi. Et il faut que je repasse par le démarrage, il faut que je relance le jeu, etc. En plus, il t'est obligé à chaque fois, c'est même pas comme s'il allait te reconnecter à ta session de jeu qui est en cours, il va vraiment te refaire démarrer le jeu à zéro. C'est comme si tu redémarrais à chaque fois ta Xbox entre chaque session de jeu et même entre chaque fois où tu retournes par exemple sur la télé ou quoi. Tu étais obligé de redémarrer obligatoirement ta Xbox. Donc c'est un peu donc ça, c'est un contraignant. côté pénible. Après, ça reste une preview pour l'instant, mais c'est un côté Oui. pénible et qui est un peu contre-intuitif par rapport, je trouve. Pour moi, la promesse de base du cloud gaming, vraiment d'origine, avant même que Microsoft la propose, c'est l'idée que tu vas pouvoir à tout moment retourner dans ta session de jeu, repartir, tu fais pause et ton jeu va t'attendre en fait, et que tu vas pouvoir le relancer un petit peu comme quand tu relances Netflix et qu'il va te remettre au milieu de l'épisode et il sait où tout est arrêté et t'as pas besoin de repasser par le début de l'épisode, t'as pas besoin de retrouver toi-même le chemin, quoi. C'est ça, l'idée, c'est d'aller vite, c'est le jeu tout de suite. Bah, surtout pour moi, en plus, c'est d'autant plus vrai que le contexte mobile, pour moi, sur smartphone, c'est des sessions de jeu qui vont être amenées à être assez courtes. À mon avis, c'est pas, tu vas pas te poser pendant 2 heures sur ton smartphone pour jouer. Tu vas plutôt être dans les transports À en moins que tu sois en commun. déplacement. Oui, mais ça, à mon avis, le gros du jeu mobile de nos jours, c'est plutôt des petites sessions de jeu et pas Oui, un des quart grandes d'heure, sessions. demi-heure. Et donc, t'as pas envie de perdre du temps avec des chargements, etc. Donc ça, c'est un peu le D'accord. bémol. Et c'est des choses que j'ai relevées qui sont finalement pas impactées par le fait que je joue à travers un VPN et c'est le même service pour tout le monde. Là. C'est des Eh oui, choses. oui, ça, de toute façon, si ça te renvoie en arrière, VPN ou pas, ça change rien. J'ai noté aussi que la manette, mine de rien, quand même, c'est assez encombrant. Enfin, je m'imaginerais pas forcément avoir ça. Bah, tu peux pas l'avoir Dans le métro. dans ton manteau. Tu es forcément obligé de l'avoir dans un sac. Et sortir la manette, sortir le clip, clipper ton smartphone dessus et tout, ça te donne quelque chose d'assez un peu grossier, quoi. Donc j'attends de Ouais. voir. Pour moi, c'est clairement l'étape 0. C'est l'étape un peu bidouillage. Bon, on prend un smartphone, on prend une manette, on les colle ensemble, quoi. Après, l'avantage de ça, Cassim, je pense, c'est que ça permet aux utilisateurs de se lancer dans le cloud Ouais, gaming sans faire de dépenses supplémentaires. je suis d'accord. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais après, il va sûrement y avoir des manettes qui se plient, des petits trucs Mm. fins que tu glisses dans le manteau. Exactement, je suis tout à fait Je pense. d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense justement que là, c'est des remarques que je fais vraiment sur la preview. Et clairement, ça montre à quel point ça va être nécessaire de développer les manettes dont tu parles. Et on l'a vu déjà, Microsoft travailler dessus. Et à mon avis, ça va être des manettes façon Switch que tu vas pouvoir mettre sur le côté du smartphone. Ou des éléments comme ça, ou des manettes pliables, tu as dit exactement, qui vont permettre, ou même directement jouer sur l'écran tactile. Microsoft travaille là-dessus aussi. Mais des choses qui vont permettre de pas avoir à s'encombrer autant et à rendre l'expérience plus fluide en fait. Ouais, Donc c'est vraiment d'accord. des points que j'avais relevés et d'une manière générale, j'espère qu'ils vont améliorer justement tout ce qui est expérience autour du jeu en lui-même, vraiment pouvoir rentrer plus facilement dans le jeu, plus rapidement. Après, je réitère le fait que c'est bluffant, tu as vraiment l'impression que tu joues sur ton téléphone à un jeu Xbox qu'il est incapable de faire tourner. Et en plus, Ouais. je l'avais déjà dit, mais la synchronisation, xCloud est considéré vraiment comme une console au même titre que ta Xbox ou ton PC. Et du coup, la sauvegarde est synchronisée. Et du coup, tu peux reprendre. Si tu Quand tu arrives chez toi sur ta console. Voilà, il a synchronisé la sauvegarde, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas, faut pas refaire sa liste d'amis, faut pas, voilà, tu repars pas à zéro. Mm. Ah Donc oui. ça, c'est bien fait. Et t'as pas besoin d'installer les jeux. Ça, c'est quand même aussi assez pratique. La liste de jeux, tu lances, il se lance tout de suite, quoi. Oui. Mais j'ai installé l'application et il m'a montré ce que j'avais sur ma console, donc c'est pratique. Alors, on a une deuxième information qui est sortie, enfin c'est plutôt une annonce Microsoft. Microsoft nous parle cette fois-ci du streaming de xCloud, mais depuis votre console vers votre smartphone. Alors pour l'instant, la bêta est annoncée aux USA, au Royaume-Uni. Il me semble qu'il y a l'Australie aussi, mais je suis pas sûr. Et bientôt, cette bêta devrait peut-être arriver en France d'ici quelques temps. Donc ça, c'est quoi, Cassim? C'est votre console et il faut quoi pour jouer depuis notre console vers notre smartphone? Ouais, c'est tout à fait. Alors
je crois que le nom général en fait de tout ça, c'est le Xbox Game Streaming. Et Oui. en fait, il y a deux volets. Il y a d'un côté xCloud où tu joues depuis le serveur de Microsoft, et là, ce dont tu parles, c'est le console streaming. J'essaie de retenir les noms Ouais, marketing de c'est bien Microsoft. ça. Il va falloir qu'on les utilise. Donc c'est le console streaming, c'est donc comme tu le disais, la possibilité de jouer cette fois depuis ta Xbox. Donc tu joues sur ton téléphone, mais le jeu tourne sur ta Xbox. Et là où c'est vraiment bien pensé, c'est là j'ai vu passer que en fait, donc tu vas vraiment démarrer l'application sur ton smartphone. On se retrouve vraiment dans la même configuration que xCloud. Tu as ta manette dans les mains. Tu choisis un des jeux qui est installé sur ta Xbox. Et ta Xbox va démarrer, mais elle va démarrer en mode streaming. Et Microsoft a assez bien fait les choses. C'est-à-dire que tu vas pas, si tu es dans ton salon, au même moment par exemple, tu vas pas, la Xbox va pas prendre le contrôle de ta télé. Elle va pas s'allumer avec toutes les LED allumées et tout. Elle va vraiment, en fait, juste s'allumer pour faire tourner ton jeu. Et c'est vraiment ton smartphone le maître de l'expérience, quoi. D'accord. Par exemple, j'avais testé la même chose chez Sony avec la PlayStation 4. Et c'est pas là, c'était pas ça du tout. C'était vraiment, en fait, la console elle s'allumait à distance et du coup, si ta télé était allumée, bah, en fait, la PlayStation 4 elle prenait le contrôle de ta télé et tu pouvais suivre le jeu qui était en même temps streamé sur le D'accord. téléphone, tu vois. C'est pas vraiment. Enfin, j'ai l'impression que l'approche de Microsoft est un peu plus aboutie. Ils arrivent en retard sur ça, sur ce point-là, mais elle est un peu plus aboutie, j'ai l'impression. Et donc, Ouais. comme tu t'as dit, c'est pas encore disponible en France, mais ça arrivera bientôt. Et du coup, la différence avec xCloud, c'est qu'il faut une Xbox, il faut avoir acheté une console, Oui. il faut aussi avoir une bonne connexion, à mon avis, pour envoyer Oui. le flux. Et après, bah, il suffit d'un smartphone. Là, par contre, ce sera transparent. Ça suffira d'un smartphone sur Android et d'une manette. Alors, dans les recommandations de Microsoft, parce que Microsoft indique ce qu'il souhaite pour que l'expérience soit optimale, il faut un Android en version 6.0 ou plus. Donc, Mhm. ça va, je pense que quasiment tous les téléphones. Du Bluetooth 4.0 minimum, une manette Xbox qui marche en Bluetooth, au moins 10 mégabits en download et 4,75 Ouais, c'est plus mégabits en celui-là, upload. à mon avis, c'est plus celui-là qui fait Et mal. là, ça pique. Alors, c'est sûr que si vous avez la fibre, vous en fichez, mais Ouais. pour ceux qui n'ont pas la fibre, ben, c'est pas pour nous. Et avoir moins de 125 millisecondes de latence au niveau de votre connexion. Voilà. Et bien sûr, avoir l'application Xbox Streaming sur le téléphone, sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et pour l'instant, il y a une limitation, Cassim, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette bêta est limitée pour le moment aux jeux que tu as sur ta console, mais qui appartiennent au Game Pass. Donc je me demande s'il n'y a pas encore un truc avec le xCloud pour l'instant. C'est pas ce que j'ai. Ah, peut-être, j'ai pas suivi ce détail. Et surtout, j'avais compris que c'était limité aux jeux Xbox One pour le moment. Oui, oui, oui. Et que les jeux Xbox 360 et Xbox, tout court, sont pas encore compatibles pour l'instant, mais que Microsoft travaille sur le sujet. Oui. Donc Ben, oui, c'est j'avais lu cette clairement. limitation que pour l'instant, il commençait par les jeux du Game Pass. Ok, bah c'est possible. Après, oui, l'idée, c'est peut-être juste de favoriser. Oui, Si vous n'avez pas encore compris, le Game Pass, c'est vraiment devenu le produit phare de côté de Xbox la de Xbox. Microsoft. Ouais. Et c'est devenu, enfin, c'est presque en train de remplacer la marque Xbox, en fait. C'est ça que, par exemple, le stand, si j'ai bien compris, le stand de la Paris Game Week qui a lieu en ce moment, il n'y a pas de stand Xbox, carrément, enfin, c'est quasiment un stand de Xbox Game Pass, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment, enfin, Ok. en tout cas, c'est vraiment mis en avant par Microsoft, quoi. D'accord. Alors, on va quitter le Xbox Game Streaming et on va aller Ah oui, du côté matériel aux États-Unis. Il y a Xbox qui a fait une offre assez sympa, Cassie, tu vas nous la présenter. Et il semblerait qu'il y ait des collègues à toi qui aient sollicité une personne de chez Xbox France pour avoir quelques informations supplémentaires là-dessus. Et tu vas nous dire ce qu'il en est. Ouais, alors c'est le Xbox All Access et on en avait déjà parlé, je pense, dans l'émission parce que c'est pas Oui, tout à fait il y a nouveau, longtemps. mais en fait, ça avait été lancé il y a un an, ça s'était arrêté et là, ils le relancent pour la fin d'année. En fait, c'est un abonnement qui propose donc aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Et c'est tout simplement ce qu'on avait avant chez nous avec les smartphones. C'est l'idée de éviter aux joueurs d'acheter une Xbox plein pot dès le premier jour en claquant 400 $. À la place, c'est l'idée de payer en plusieurs fois et en intégrant ça avec un abonnement sous engagement. Et donc, on en parlait à l'instant, Microsoft, ils font ça en mettant du Xbox Game Pass Ultimate.
Autrement dit, plus simplement, c'est l'idée, j'ai plus le prix sous les yeux, mais en gros, tu payes, selon ce que tu veux, une Xbox One S ou une Xbox One X, tu payes 30 $, 20 $ par mois, pendant 24 mois, et ça te donne accès déjà à une Xbox, donc, et en plus au Game Pass Ultimate pendant un engagement de 24 mois. Et quand tu fais le calcul du prix que ça a coûté, c'est pas déconnant, c'est plutôt raisonnable comme prix. Ils te font pas payer 3 fois le prix de ta Xbox, quoi. C'est Alors, vraiment, au final, tu Yacine, petite question. Est-ce qu'au bout de tes 2 ans, est-ce que la console est à toi? Est-ce que tu la gardes ou est-ce que tu dois la restituer? non, elle est bien à toi. C'est vraiment l'idée de, c'est pas de la location comme on peut voir par exemple dans les voitures, je crois, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est pas du leasing, C'est pas du c'est un achat à leasing. crédit. C'est un achat à crédit comme les smartphones. Tu sais, quand tu avais fini ton Ouais, abonnement, ton engagement, le smartphone il était à toi. L'opérateur te le redemandait pas. Là, c'est ouais, vraiment ouais. la même idée. Il y a, là où c'est un peu du leasing, enfin, il y a une petite partie leasing, c'est sur le fait que ils savent que la Scarlett sort dans un an. Et donc, Ben, si bien tu sûr. prends le pack avec la Xbox One X, ils te proposeront dans un an de changer pour une Scarlett. Ils précisent pas, ce sera une option. Donc on imagine il va falloir payer peut-être 100, 200 $ ou augmenter ton prix, ton forfait ou quelque chose comme ça. Ils vont pas te l'offrir gratuitement, la Scarlett. Non, tu m'étonnes. Mais euh, ce sera proposé dans un an aux joueurs qui ont fait ce choix de s'abonner là, de passer directement à la Scarlett. Donc pour l'instant, effectivement, on l'a dit, c'est pas disponible en France. Moi, je trouve que déjà, c'est une proposition qui me semble très intéressante de la part de Microsoft parce que ça joue vraiment sur leur force de pouvoir proposer le Game Pass et de dire, bah voilà, plutôt que de payer 400 $, je paye 30 € par mois et j'ai du jeu en illimité, j'ai même plus besoin de payer de jeu et j'ai ma console, et je reçois ma console, quoi. Donc, je trouve l'offre en soi, enfin la proposition intéressante pour Microsoft. Après, ça reste de l'achat, enfin, on pense ce qu'on veut de l'achat à crédit. Ça, c'est C'est toujours. ça, mais enfin, quand même, je trouve que c'est pas comme pour les smartphones où tu payais quasiment 2 fois ton téléphone. Là, je trouve que le tarif que tu annonces, si on est vraiment sur du 30 $ en conversion à 30 € pour une Xbox One X, je trouve que le tarif, 2 ans de Xbox Live, de Game Pass Ultimate plus la console, je trouve pas ça déconnant comme prix. Ça me choque pas. Contrairement au prix des Non, smartphones qu'on avait avant. vraiment, quand tu vois le calcul, quand il y a eu le calcul qui a été fait de ce que ça coûte en final, abonnement et console comprise, tu en avais vraiment pour le prix moyen de la console. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que la Xbox One X te ramenait à peut-être 300 $ ou 400 $, un truc comme ça. Et, Ouais, tu vas peut-être pouvoir la trouver moins chère si tu l'achètes séparément au Black Friday sous forme de bon plan pendant des périodes de bien solde, sûr. tu vas la trouver moins chère. Mais par contre, d'une manière générale, le prix est pas déconnant et tu vas pas la payer vraiment plus cher que. Et du coup, ça veut dire que le crédit, enfin, il est virtuellement, il est vraiment à 0%. Il y a pas Mm. vraiment tu payes pas de crédit. Et de toute façon, c'est pas vraiment dans l'intérêt. En vrai, c'est pas dans l'intérêt de Microsoft. L'intérêt de Microsoft dans ça, c'est pas de gagner de l'argent sur des crédits. C'est pas une banque Microsoft, ils s'en foutent un peu de ça. Ouais. L'intérêt, c'est de Non, te c'est mettre de une vendre du jeu Xbox et d'avoir des abonnés. et de t'engager. En fait, du coup, Ouais. tu es engagé sur 24 mois à jouer sur la Xbox et ils savent que tous les gens qui prennent le truc aujourd'hui, surtout avec la Scarlett qui arrive dans un an, c'est autant de gens qui seront beaucoup plus enclins à switcher pour une Scarlett plutôt qu'une PlayStation 5, quoi. Mm, mm. Et ils vont Normal. jouer en illimité et ils ont du coup l'abonnement Live Gold est intégré, l'abonnement Game Pass est intégré et la proposition est vraiment très honnête, je pense. Mais Ouais. du coup, effectivement, comme tu disais, il y a mes collègues de Gamecult donc, qui ont pu interviewer à la Paris Games Week, j'en parlais, Ina Gelbert, la nouvelle patronne de Xbox France, on en avait parlé. Oui. Oui, oui. Donc ils lui ont posé tout un tas de questions qui est très, enfin l'interview et somme toute, je vous la laisse découvrir, c'est intéressant. Ça sera en lien Moi, sur l'article. je trouve que malheureusement, bon, enfin, c'est sa fonction, hein, les réponses sont assez polissées, mais, euh, mais c'est intéressant quand même de voir la réponse officielle de Xbox France sur des sujets comme le xCloud et compagnie. Et donc, on lui a posé la question de ce qui sera proposé en France, quoi, cet abonnement. Ce programme Xbox All Access, qui est le nom officiel.
Donc elle a dit que c'était assez compliqué. Pour l'instant, c'était qu'aux États-Unis. C'était plutôt une sorte de test à grande ampleur, mais que c'était assez compliqué à mettre en place parce que ça demande, comme je disais, Microsoft, c'est pas une banque, donc ça demande de trouver un partenaire financier. Ça demande de trouver les bons circuits de distribution. En gros, il faut que Amazon et Micromania et tout ça, ils acceptent de faire des signatures de contrats et de se transformer un peu en boutique opérateur, quoi. Donc, ça demande, à mon avis, effectivement, de signer des contrats, et c'est pas totalement dans la main de Microsoft, à mon avis. Mais ils ont dit que c'était déjà les discussions sont déjà entamées depuis un petit moment sur le sujet. Donc, à mon avis, moi, comme je l'interprète, c'est foutu pour cette fin d'année. Ils vont pas le lancer pour cette fin d'année, sinon ils l'auraient annoncé. Mais par contre, c'est en grosse discussion et surtout, ça va être dispo. À mon avis, ils vont faire en sorte que l'offre soit pour dispo. La Scarlett. Ouais, pour la Scarlett. Moi, je les verrais bien. Enfin, pour moi, ils auraient tout intérêt, en tout cas, à faire le maximum pour que ce soit dispo au lancement de la Scarlett et que plutôt que de payer 500$ pour passer à la next-gen, tu payes 30€ par mois et avec un engagement sur 2 ans. Et tous tes jeux Xbox One sont compatibles parce qu'en plus, c'est rétro-compatible. Donc, Eh ben oui, et là, c'est pas mal. Ça serait même un sacré bon plan, Cassim. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie pour toutes ces informations de l'écosystème Xbox. Je crois qu'on a fait le tour, Cassim, là, pour cet épisode. Bon, finalement, on a dépassé les 30 minutes. Oui, je crois que je t'ai fait griller les 30 minutes, désolé. C'est ça, sinon je vais être obligé de couper, de faire un épisode bis. Tiens, allez, on va faire ça. Non, allez, plus sérieusement, merci Cassim d'avoir été là ce soir pour m'accompagner. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour l'épisode 166. J'espère que Florian sera là pour vous parler d'autres informations assez sympathiques et nostalgiques. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la page de la vidéo, sur la page de l'article sur le site de Lifetile. Voilà, ça nous fait assez plaisir, ça nous fait toujours très plaisir d'ailleurs de vous lire. Et puis dites-nous ce que vous en avez pensé, de la qualité, du montage, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, sur le son si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Cassim, de magnifiques fantômes qui sont là. Ouh. J'ai un 950 qui se cache dans le coin, je ne sais pas où il est passé. Il est invisible, on ne sait pas. Ah, c'est ça. Voilà. Allez, on va se quitter sur ces fantômes. Encore merci Cassim, merci à vous de nous avoir suivis. On compte sur vous pour nous laisser des commentaires et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut. Ciao.